Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dag, mon associée, nous avons créé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil comportemental qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux, suivez Talents Précieux sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. Il faut jamais oublier le patient. Et ça, c'est quelque chose de réel. C'est-à-dire qu'on fait un métier technique et qu'on oublie de temps en temps un peu le patient, c'est sûr. Il y a quelqu'un derrière, il y a une famille derrière, et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours se rappeler. Moi, je dis souvent à mes élèves, mes fellows, là, je dis, ben voilà, on va dilater ce monsieur, mais tu traites-le comme si c'était ton père ou ton voisin ou un truc comme ça. Voilà. Donc, il faut donner un peu d'émotionnel dedans parce que ça reste un métier qui est difficile. On peut se lancer dans des choses qui sont déraisonnables et il faut savoir s'arrêter, et voilà, parce que on joue avec des vies en pratique. Arnaud Gégou est cardiologue interventionniste. Il exerce un métier technique qui évolue rapidement et dont certains gestes sont voués à disparaître dans les prochaines années. Une obsolescence prévisible. Nous avons parlé de son quotidien, de la collaboration avec ses associés, avec l'équipe médicale, avec le personnel anesthésiste. Nous avons échangé sur la confiance mutuelle si nécessaire qui se construit et qui se gagne. Il explique comment se gèrent en équipe les débriefs et retours d'expérience à travers des analyses de cas collectives, rétrospectives et systémiques. Arnaud raconte comment il a reçu de ses aînés et comment il transmet aux fellows, ces jeunes médecins, son savoir et ses techniques. Une forme de compagnonnage. Il nous parle de son goût pour simplifier les procédures et accompagner les innovations. Arnaud aborde son métier admirable avec humilité, avec sensibilité et n'oublie jamais le patient. Bonne écoute. Bonjour Arnaud. Bonjour Perrine. Merci de nous consacrer du temps. Est-ce qu'aujourd'hui tu as sauvé une vie ? Alors là, aujourd'hui, non, je n'ai pas sauvé de vie. J'ai pas sauvé de vie parce que j'étais en consultation, donc j'ai fait la prévention, mais pas d'acte. C'est quoi ton métier ? Raconte-nous. Moi, je suis cardiologue et plus précisément cardiologue interventionnel. C'est-à-dire que j'interviens directement dans les vaisseaux pour les traiter. Voilà. Donc dans les vaisseaux, pas dans le cœur ? Dans les vaisseaux du cœur et dans les autres. Dans tous les vaisseaux du corps. À part le cerveau qui est un métier un peu plus spécifique. D'accord. Les patients que tu reçois sont dans un état d'urgence ou pas forcément ? Il y a de tout. Il y a, on va dire, 50% de patients qui viennent en urgence, amenés directement par le SAMU, généralement, ou qui passent par les soins intensifs de cardiologie, puis 50% qui sont justement des patients qu'on a dépistés grâce aux consultations et qu'on va traiter avant qu'ils arrivent en urgence. Et la part de temps consacrée aux consultations et aux interventions ? Alors moi, les consultations, c'est minime, c'est une demi-journée par semaine, c'est vraiment quasiment pour un plaisir personnel pour faire un petit peu autre chose, mais sinon que des temps opératoires. Donc au bloc Au bloc, matin au soir. Matin au soir. Voilà. Et j'imagine la nuit parfois. Et souvent la nuit et le week-end, oui. Il n'y a pas de pause pour la maladie, malheureusement. Tu es dans une clinique privée ? Oui, dans l'hôpital privé de Parly 2, au Chesnay. D'accord. Ça fait combien de temps que tu exerces ce métier ? Exercer, là, je suis installé moi depuis environ 11 ans à la clinique et puis j'exerce depuis environ 15 ans de façon autonome, voilà, après une formation d'une douzaine d'années. D'accord, 12 ans de formation. Voilà. Tu peux nous rappeler un peu les séquences de formation ? Il y a 6 ans jusqu'à l'internat ? Voilà, il y a le première année de médecine qui est soldée par un concours pour entrer en médecine, puis après 5 ans d'études médicales pour passer l'internat, qui est le socle médical de tous les médecins français, qui te permet d'exercer. Et l'internat était l'examen classant qui te permet de déterminer ta spécialité
et ta ville d'exercice. Voilà. Donc en fin de 6e année, on passe l'internat et puis on est nommé. Alors moi, j'ai été nommé à l'internat de Paris. Initialement, j'ai été interne des hôpitaux en chirurgie. Et puis, en fin de compte, ma spécialité est un peu entre les deux, entre de la médecine et la chirurgie. Il a fallu que je fasse un choix. Je suis repassé en médecine pour avoir un diplôme de cardiologue, mais en fait, pour faire une discipline qui est quasiment chirurgicale. Voilà. Tu travailles évidemment en équipe, t'es pas tout seul au bloc. Non, bien sûr. Avec qui est-ce que tu collabores et comment est-ce que tu collabores avec les personnes avec qui tu travailles? Alors, on a plusieurs niveaux de collaboration. Moi, j'ai déjà des associés qui font le même métier que moi. On est 7 en tout. On est 4 à faire exactement la même chose et 3 qui s'occupent plus du périphérique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des artères en dehors du cœur. Moi, je m'occupe essentiellement du cœur, mais je fais un petit peu des deux. Et puis, voilà. Donc, déjà, on collabore parce qu'il y a beaucoup d'actes techniques qui sont faits à deux en pratique. Et puis après, moi, j'ai des étudiants qu'on appelle des fellows. Ouais, ce sont des médecins qui ont fini leur formation d'internat, qui vont prendre un poste hospitalier, qui viennent se former généralement 1 an chez moi. Donc, ils participent pendant 1 an à l'équipe médicale. Et puis après, il y a toute l'équipe paramédicale qui est composée essentiellement d'infirmières, de blocs opératoires, de manipulateurs d'électroradiologie, puisqu'on travaille sous ampli de brillance. Et puis, voilà. Et puis après, les brancardiers et tout, et les personnels d'anesthésie, qui sont essentiellement les médecins anesthésistes et les IAD. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la collaboration? Qu'est-ce que tu recherches chez les autres quand tu travailles avec eux? Alors, dans un premier temps, ce qu'on recherche, c'est surtout d'avoir confiance les uns aux autres, parce qu'on fait des gestes qui sont très répétitifs, qui sont quasiment automatisés, et la sécurité veut que tout soit fait de façon optimale, et c'est quelque chose qui est hyper important pour la sécurité des patients. Donc ça, c'est une question de confiance. On n'a pas forcément besoin de se parler tout le temps. Les gens, quand on a l'habitude de travailler avec eux, ont compris ce qu'on veut et le font de façon immédiate. Et ça, c'est la première chose qu'on attend d'eux, quoi, d'avoir confiance en eux. Et puis après, être auprès des patients. On soigne des êtres humains, donc il faut qu'ils soient, patient, attentif, à l'écoute. Voilà, c'est toute une relation humaine qui est assez compliquée. Alors, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres moins. Et il y a des jours on est avec et des jours on est sans. Bon. Et comment est-ce que tu arrives à détecter cette confiance? J'imagine, je sais pas, une nouvelle infirmière qui arrive, qui commence dans votre clinique pour la première fois. Oui. Est-ce que par principe tu as confiance en elle ou est-ce qu'il va falloir qu'elle fasse ses preuves? Oui, c'est ça. Faut qu'elle fasse ses preuves. La confiance, ça s'apprend, ça s'apprivoise, on va dire. Ça se mérite? Ça se mérite aussi, bien sûr. Bien sûr, non. C'est sûr qu'il faut avoir une relation qui est basée sur la durée aussi. On a des infirmières, nous, on a la chance de travailler avec des infirmières, avec des équipes qui sont très stables. Nous, on est dans des blocs opératoires assez sensibles et donc en hospitalisation, on voit souvent les infirmières tourner dans les salles d'hospitalisation parce qu'elles ont un métier qui est plus difficile, qui est plus ingrat. Nous, on a un métier qui est très technique et qui nécessite effectivement d'avoir une certaine stabilité dans l'équipe. Et donc, on a la chance d'avoir des infirmières qui restent plusieurs années, ce qui n'est pas le cas souvent dans des services d'hospitalisation traditionnels. Mais ce qui veut dire une nouvelle, tu vas devoir lui expliquer la façon dont tu fonctionnes, la façon dont tu veux qu'elle fonctionne. Exactement, oui. Donc, tu vas être explicite au début pour ensuite tout à fait. Que ça devienne un automatisme. Exactement. Et comme on travaille tous différemment, il faut qu'elle apprenne pour chaque praticien sa façon de travailler, ses demandes, ses envies, de façon d'installer le malade. Enfin, tout un nombre de choses importantes qui varient entre chaque praticien. Donc c'est compliqué à gérer, mais elles sont aidées par leurs collègues. Alors souvent ils ont une période de transition de quelques mois qui font qu'elles sont pas toutes seules au départ parce que c'est un métier qui est très technique et donc c'est un métier qu'elles connaissent pas forcément et donc elles peuvent pas être larguées du jour au lendemain dans le bloc. Les fellows dont tu parlais, oui. C'est un peu comme des stagiaires en entreprise? Oui, c'est des médecins en formation. Ils ont déjà fini leur internat, donc c'est des médecins thésés, ils ont le droit d'exercer et qui viennent en fait surspécialiser. Ce sont tous des cardiologues qui viennent se spécialiser dans nos techniques et ils viennent le faire chez nous parce que on a un certain nombre de domaines d'expertise et qui permet d'avoir aussi une activité soutenue qu'ils ne pourraient pas avoir à l'hôpital. Nous, on a un service, on fait que ça. Chaque praticien fait que ça, comme tu as compris. On consulte très peu, donc on est hyper spécialisé.
à différence des médecins hospitaliers qui ont d'autres activités de salle, d'enseignement, de choses comme ça. Donc bon, l'avantage qu'on a nous par rapport à nos collègues hospitaliers, c'est que on peut se consacrer au bloc opératoire de façon permanente et donc former des élèves que sur cette technique-là, que sur ce versant de leur métier. Voilà. Donc quand tu les formes, ils se forment par l'observation ou tu expliques, Ah non, ils se forment techniquement, ils apprennent leur métier, ils apprennent à opérer les patients. Oui, c'est-à-dire que c'est un compagnonnage progressif qui fait qu'au début, ils font les choses simples, qu'ils n'ont pas à faire, puis au fur et à mesure, et à la fin de leur période, ils sont capables de faire beaucoup de gestes complets tout seuls. Tes patients, si tu les vois pas en consultation, oui. Ceux que tu ne vois pas en consultation, oui. ils arrivent 90%. Endormis en salle d'opération. Non, je les vois. Moi, je travaille et les patients dorment rarement en fait. On les fait des neuroanalgésies, ce qui fait qu'ils dorment pas complètement. Donc, on discute avant. Souvent, je découvre le patient effectivement dans le cadre du bloc opératoire, ce qui est un petit peu difficile pour eux. Nous, c'est notre habitude de travailler comme ça. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Donc, ils arrivent, eux, ils ont été vus par l'infirmière en salle, etc. Puis, ils arrivent au bloc opératoire, donc en tenue de bloc, sur un brancard, tout ça. Donc, c'est sûr qu'ils sont pas dans leur plus bel apparat, on va dire. Ouais. Et bon, je les découvre généralement là, et quelques minutes avant de passer au bloc pour leur expliquer ce qu'on va leur faire, et puis pour leur demander s'ils ont des questions juste avant qu'on commence. Mais c'est vrai que le contact avec le patient avant est assez succinct. Ouais. Et après, tu les revois? Après le bloc, je les revois systématiquement pour leur juste en sortie de bloc, ce qu'on appelle en salle de réveil, même s'ils dorment pas tous. C'est la salle de surveillance post-interventionnelle. Puis après, je les revois à la sortie le soir, généralement, parce qu'on fait beaucoup d'ambulatoires, beaucoup de gestes qui sont faits avec une entrée le matin, une sortie le soir. On essaye de développer au maximum ça et ça marche très très bien. On arrive à faire 80% de notre activité froide en ambulatoire. Ton métier a beaucoup changé depuis que tu as commencé à exercer? Énormément. Tu peux nous donner un exemple qu'on pourrait comprendre? En gros, mon métier, quand j'ai commencé, la cardiologie interventionnelle, c'était 90% du temps à diagnostiquer et traiter les artères coronaires, les artères du cœur. Voilà, bon, c'était le cœur du métier. Et 90% du temps, on faisait ça, plus quelques autres choses. Maintenant, cette partie-là doit représenter peut-être 50% de mon temps. Le reste de mon temps est partagé avec des nouvelles activités qui se développent depuis une dizaine d'années, qui sont ce qu'on appelle la cardiologie structurelle. C'est-à-dire que maintenant, on va pas simplement réparer les artères coronaires, mais on va réparer les valves cardiaques par le même principe. Donc ça, c'est ce qui m'occupe le plus de temps. C'est implanter des valves cardiaques, notamment au niveau de la valve aortique. Ça, c'est 20 à 30% de mon activité maintenant, et qui est en plein développement. Puis après, d'autres activités qui se sont greffées où on va mettre, si tu veux, des petites prothèses dans certains endroits du cœur pour fermer des cavités qui peuvent entraîner des risques d'embolie ou fermer des petits trous, des choses comme ça, de fermeture, ce qu'on appelle de CIA, de PFO. Ça aussi, ça se développe beaucoup. Ça, c'est toute la partie interventionnelle. Et une autre partie qui n'existait pas du tout quand j'ai commencé ou qui existait très peu, qui est la partie radiologique, scanographique. Maintenant, je fais beaucoup de scanners. Parce que en pratique, quand on prévoit par exemple de remplacer une valve aortique, il y a toute une préparation qui se fait sur la console de scanner de façon informatique. On va calculer le type de prothèse qu'on va mettre, par où on va passer, quels sont les dangers, les risques, etc. Et ces examens, c'est nous qui les réalisons parce que c'est nous qui allons faire l'opération et on va être au cœur du problème. Donc le patient, il arrive, généralement, il passe par le scanner entre mes mains ou un de mes collègues, on voit exactement ce qu'on peut faire et après on lui propose l'opération. Et donc ça prend beaucoup de temps et c'est quelque chose que je ne faisais absolument pas il y a 15 ans. Mais tu t'es formé à une technique de radiologie oui. ou... Ouais, c'est ça? Oui, je me suis formé au scanner cardiaque et vasculaire. Oui. Donc tous les patients qui avaient d'autres interventions. Alors ça, par exemple, le remplacement de la valve aortique, le geste traditionnel, c'est une ouverture du sternum, un arrêt du cœur. On enlève la valve abîmée et on recoue une valve prothétique. Ça, c'est l'opération qui est classique, qui est encore le traitement, on va dire, de référence. Mais maintenant, on va dire, le plus en plus des patients, ils arrivent, c'est des procédures qu'on fait par voie endovasculaire, c'est-à-dire en passant par les vaisseaux, notamment par l'aine, par l'artère fémorale. On va monter une valve dans le cœur, on va l'ouvrir à la place de la valve qui est déficiente, et le tout sous anesthésie locale sans endormir le malade.
Il y a cette notion au bloc que j'imagine quand on traite du cœur, des artères, d'urgence, de risque, de risque de mort, hein, pour être clair. Je pense Oui, que oui, c'est clair, ça fait partie inhérente de notre métier. Oui. Comment est-ce que tu apprécies ce risque-là? Comment est-ce que tu surfes sur cette difficulté de ton métier? Bon, ça c'est excessivement compliqué. Alors déjà, l'expérience te permet de connaître a priori les situations à risque. Alors sachant que des fois on travaille avec de l'humain, ça reste imprévisible pour plein de raisons. Un matériel plus ou moins fragile, le patient est plus ou moins malade, il arrive plus ou moins tôt dans sa maladie, donc c'est plus ou moins facile de le traiter ou pas. Et c'est sûr que nous on arrive dans des situations, souvent dans les urgences coronaires, en gros le traitement des infarctus, qui est une grande partie de mon métier. Donc les patients arrivent à 3-4 heures du matin en faisant un infarctus, donc un pronostic vital engagé dans les heures qui suivent. Et le but avait d'ouvrir l'artère coronaire qui est bouchée et de la réparer. Alors c'est sûr que de temps en temps, heureusement très rarement, on n'arrive pas à l'ouvrir parce que elle est bouchée depuis trop longtemps, parce qu'elle est trop fragile, ou il y en a d'autres de bouchées, etc. Donc ça c'est sûr que c'est des situations qui souvent peuvent mal finir. Bon, ça c'est la gestion de notre métier, mais ça fait partie inhérente. On fait un métier qui est dangereux, mais parce que la maladie est dangereuse. C'est ça qu'il faut voir, c'est que les malades malheureusement temps décèdent au bloc. Alors après, il faut savoir si c'est de notre faute parce qu'on a mal fait notre travail, ce qui peut arriver. Malheureusement, on n'est pas infaillible. Il peut arriver de faire des erreurs techniques, de faire des mauvais choix. Prendre pas le bon matériel, pas le suivi qui aurait été le plus efficient. On fait des choix qu'il faut faire en urgence, souvent dans des conditions difficiles, et il peut arriver qu'on fasse pas le bon choix, malheureusement. Mais on va dire avec l'expérience, on fait souvent quand même le bon choix, mais le patient arrive trop tard et ça peut mal finir quand même. Et c'est quelque chose qui est inhérente à notre métier. Bon, c'est sûr que la mort est quelque chose que je côtoie de façon, on va pas dire hebdomadaire, mais quasiment quoi. C'est quelque chose de fréquent quoi, malheureusement. Et cette urgence et ce risque, face à la minutie de ce que j'imagine recoudre une artère, tenir une aiguille. Ouais, c'est tenir des guides et oui. Comment est-ce que tu gères, comment est-ce que tu contrôles ton corps en fait? Je pense que c'est ça ma question. C'est difficile à dire. C'est contrôle ton corps. Tu contrôles ton esprit. Il faut réfléchir en même temps. C'est un geste, c'est une action et il faut anticiper les problèmes. C'est surtout ça. C'est quand on fait un geste, on voit les conséquences. Et si les conséquences sont pas celles qu'on attend, il faut avoir une étape d'avance pour savoir ce qu'on peut faire pour régler le problème. Bon, tout ça, c'est de toute façon, malheureusement, c'est au cas par cas. C'est que chaque fois, on découvre quelque chose. C'est pas toujours standardisé. Ça ressemble souvent. Ça se ressemble de très près, mais c'est toujours différent. Donc, il y a toujours une part d'inconnu qui fait un peu aussi, qui fait un peu le charme du métier aussi. C'est ce qui nous intéresse aussi, c'est avoir aussi. Il faut voir que ça nous donne un petit côté d'adrénaline, toutes ces choses-là. Ça reste un moteur pour notre activité et ces situations d'urgence restent le cœur de notre métier et qui nous fait avancer aussi. Hein. C'est stimulant, quoi. Mais après, c'est sûr que c'est stressant parce que tu travailles avec de l'humain, quoi. Toute l'équipe qui est dans le bloc ressent, comprend en simultané l'inquiétude, l'urgence. Oui. Quand les choses se passent pas bien, généralement, c'est quelque chose. Nous, on travaille sur des écrans, donc les gens voient ce qu'on fait en pratique, et même on peut montrer aux patients, à la famille, ce qu'on a fait. Donc ça, c'est un côté assez plaisant et reproductible. Et donc ça aussi pour conséquence que les autres praticiens ou les paramédicaux qui sont derrière les écrans comprennent que la situation est difficile, comprennent qu'il y a une complication, comprennent qu'on n'obtient pas ce qu'on veut. Et le stress envahit progressivement la salle quand ça se passe pas bien. Après une opération qui s'est très bien passée, qui était nouvelle, ou une opération qui s'est très mal passée, est-ce que tu as des instances où tu peux te coordonner avec l'équipe, tu peux en reparler, vous pouvez faire un retour d'expérience? Bien sûr. Alors, ça s'appelle des RMM, des revues de mortalité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on organise de façon obligatoire, mais de toute façon, on le fait de façon spontanée, on va dire, qui sont des... quand on va dire, c'est souvent quand les choses se sont pas bien passées. Alors, on essaye de débriefer pour savoir pourquoi ça s'est mal passé.
et de voir s'il y a des solutions pour améliorer les choses et pour pas que ça se repasse mal la prochaine fois. Et ça, c'est obligatoire et c'est très très bien. Alors, donc des rares cas, on s'aperçoit qu'il y a une erreur technique ou une erreur de jugement ou une erreur de diagnostic. Ça peut arriver malheureusement. Dans beaucoup de cas, on conclut plutôt à une pathologie trop grave et que pour l'instant on n'a pas encore la solution pour traiter ce cas précis. Et voilà. Tu dis que pour l'instant on n'a pas encore les moyens de traiter tous les cas. Non. Est-ce que tu anticipes déjà, est-ce que tu vois, peut-être sans rentrer dans la technique, mais déjà des évolutions qui vont revenir où tu sais que aujourd'hui ce patient-là il est mort, mais dans 5 ans c'est sûr qu'il vivrait? Bien sûr. Bien sûr, ça c'est évident. Notre médecine, surtout en cardiologie, on a beaucoup de chance par rapport à beaucoup d'autres spécialités, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis par les entreprises parce que c'est très lucratif, parce que les maladies cardiaques touchent essentiellement les pays développés, donc c'est ceux qui ont de l'argent, donc ils innovent dedans, et ils investissent dedans de façon importante. Et donc toutes les grandes entreprises investissent largement pour le développement de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux, de nouveaux médicaments, de nouveaux appareils d'imagerie de plus en plus performants. Et moi, quand je vois l'évolution déjà de mon métier en 15 ans, j'ai du mal à concevoir ce que je vais faire dans 15 ans, mais probablement complètement différemment. Justement, tu parlais tout à l'heure d'actes automatiques. Donc j'imagine que tu es quand même très présent et ton esprit est présent. Oui. Mais est-ce que tu peux imaginer que dans quelques années, des robots feront une partie de ce que tu fais? Tout à fait. C'est déjà en développement. Il y a une boîte française qui s'appelle RobCap qui développe ça. Alors moi, j'ai essayé la machine sur un congrès pour voir. Bon, pour l'instant, on en est vraiment loin de la gestuelle, mais on peut tout à fait imaginer. Moi, je vois très bien que dans 15 ans, on va faire de la fusion d'images qui existe un peu déjà. C'est-à-dire qu'un patient arrivera avec un infarctus, on le mettra dans un scanner. On fera une reconstruction 3D du cœur et de l'artère bouchée, et ça sera un robot qui ira directement avec un schéma préétabli déboucher l'artère de façon automatique grâce aux données scanner. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et qui a des limites techniques qui me paraissent tout à fait raisonnables à lever. Tu collabores avec des gens qui font de la recherche. Ça t'intéresse d'être proche des chercheurs? Oui, bien sûr. On essaye d'être présent sur de la recherche clinique. On en fait régulièrement, nous, dans notre cadre de structure. Mais bon, après, c'est sûr que là, c'est des partenariats avec des industriels importants. Donc, moi, j'ai pas la structure de recherche qui me permette d'être aussi proche de ça. Mais oui, enfin, de toute façon, on est au courant des innovations et de ce qui va se faire. Et on est toujours présent pour essayer de nouvelles choses dans le cadre légal. Le problème, c'est qu'on est assez entouré de sujets légaux, de contraintes légales, qui fait que voilà, bien sûr en France on peut pas faire n'importe quoi et que c'est assez lourd. Donc quand on n'a pas une structure de recherche lourde derrière, c'est difficile de faire des innovations de ce type-là. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est en plein développement et qui va révolutionner la fusion entre l'imagerie et l'interventionnel, est quelque chose qui va révolutionner les techniques dans les 20 ans qui viennent, c'est une certitude. Comment est-ce que toi tu t'y prépares, parce que tu as encore quelques années avant de ta retraite? Alors pour moi j'ai encore cette chance, je pense que moi je finirai ma carrière en travaillant de mes mains, mais non, mais je serais content d'accompagner l'innovation s'il y en a une. C'est sûr que je pense que pour mes jeunes collègues ça va être plus compliqué, mais comme ça a été plus compliqué pour une génération avant, mais ils vont s'adapter. Mais je pense que la médecine en général, dans la cardiologie en particulier, tout va être transformé. On va vivre c'est pareil sur les diagnostics, on va voir que on va pouvoir probablement de façon informatique avec l'intelligence artificielle faire 90% des diagnostics simples en rentrant des paramètres simples sur des ordinateurs bien formés, avec des réponses. Ça, c'est tout à fait envisageable. La médecine a un côté aléatoire, mais il y a un côté aussi automatique et un côté probabiliste que ça, la machine peut trouver. À tous nos invités, on pose une question qui est la même, qui est une demande. On te demande de nous raconter un succès professionnel. Donc c'est un moment dont tu es fier de ta carrière, où tu as l'impression d'avoir fait bouger les lignes ou fait la différence ou autre. À toi de le qualifier. Bon, récemment, là, justement, en parlant des valves aortiques, on a été assez notre centre, et je peux dire un petit peu grâce à moi, parce que j'étais un peu le moteur de ça dans l'équipe.
On a justement sur les valves aortiques mises par voie percutanée, on a essayé de simplifier les techniques au maximum. Et en pratique, on a réussi à diminuer de façon très importante les complications de cette technique en rationalisant les gestes, en les simplifiant. Et c'est quelque chose qu'on a présenté là aux États-Unis par un de mes élèves de l'année dernière. Voilà, donc la simplification du traitement par TAVI est quelque chose qui est très important pour nous, pour lequel j'ai quand même collaboré beaucoup dans le protocole et pour lequel je pense que notre équipe est reconnue. Donc, tu disais que tu as été moteur. En quoi tu as été moteur dans ce succès-là? C'était quoi ta participation Ma concrète? participation, c'est moi qui ai poussé mes associés à faire des choses qu'ils voulaient pas faire et commencer à faire des choses, voilà, en disant, écoutez, on va simplifier ça on peut s'en passer, ça on peut s'en passer, ça on s'en passer. Après, voilà, moi j'ai toujours été assez friand d'innovation, de simplification. Moi, je pense que un métier pour des gestes, en tout cas des gestes qui concernent l'humain, les choses simples et reproductibles sont souvent les meilleures. Et essayer de faire des choses compliquées et aléatoires, ça finit mal. Donc en fait, voilà, dans mon métier, j'ai toujours essayé de simplifier les choses pour les rendre plus faciles à faire et plus reproductibles pour le commun des mortels. Et donc la simplification, c'est souvent l'efficacité. Et donc voilà, donc j'ai simplifié les techniques sur plein d'aspects différents, et ce qui a permis de diminuer, on peut dire, environ de 50% les complications potentielles de ce type de procédure dans notre centre grâce à cette simplification. Donc c'est très intéressant, quoi. Cette capacité à simplifier, à se remettre en question, j'entends aussi, tu l'as toujours eu? Tu as l'impression que tu l'avais déjà quand tu faisais tes études, voire même avant? Oui. Moi, je déteste faire toujours la même chose. Je m'ennuie rapidement, en fait. Voilà, dès que je commence à ronronner dans mon coin, c'est que ça va pas. Il faut que j'ai de la nouveauté toujours, et puis rechercher, toujours essayer de faire mieux. Et puis, une fois que je suis arrivé à ce que je pense être le mieux, il faut que je passe à autre chose. Oui, ça a toujours été des moteurs. J'aime pas les choses trop répétitive, et je fais un métier répétitif, donc justement j'essaye de le rendre moins répétitif. Voilà. J'ai entendu de ton succès, tu l'as partagé aux États-Unis. Oui. Quel est l'intérêt de partager ta recherche? Est-ce que tu n'auras pas intérêt à développer ton business en capitalisant sur cette différence? Non, c'est pas. Mais non, parce que le but c'est de soigner bien les patients, on s'en fiche, j'ai rien à gagner moi à titre personnel. Le but, c'est de dire, si on fait comme ça, c'est sûrement mieux pour les patients. Faites-le, faites pareil. C'est pas, voilà. Après, on veut pas essayer de tirer la couverture à soi. C'est essayer de donner le meilleur aux patients partout. C'est ça qu'on recherche. On reste des médecins, quoi. Dans ton passé professionnel, j'imagine qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré plus que d'autres, voire qui t'ont marqué. Oui. Sans forcément les citer, est-ce que tu pourrais nous décrire comment est-ce qu'elles travaillaient et pourquoi ça t'a marqué? Alors moi j'ai vécu, je te parlais de mes fellows là, moi j'ai fait ça aussi, hein. J'ai été fellow dans la plus grosse structure française qui s'appelle la Clinique Pasteur, qui est à Toulouse, et donc avec mes maîtres qui étaient là-bas, j'ai beaucoup formé, enfin c'est eux qui m'ont donné aussi un peu cet esprit d'innovation, d'essayer de développer des nouvelles choses, de réfléchir à comment mieux faire. Ça vient d'eux, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais eux sont une équipe vraiment pionnière là-dedans, et tous les maîtres avec qui j'ai travaillé là-bas m'ont donné cette envie, et c'est d'eux que je garde cet aspect de mon métier. Tu leur avais signifié qu'ils étaient tes maîtres, ou est-ce que c'est parce que tu étais leur fellow que par principe c'était tes maîtres? Non, j'aurais pas signifié, mais ils le savent. Bon, puis on le sait, c'est comme ça, c'est un regard et on le sait. D'accord. En fait. Et t'as l'impression que toi tes fellows te voient sous le même angle, avec le même regard? Oui, je pense, oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux jeunes qui rentrent peut-être alors qui ont fini leurs études de médecine? Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise peut-être plus tôt, toi? Je sais pas ce qu'il faut dire aux élèves. Déjà, il faut qu'ils aiment leur métier, parce que c'est un métier difficile de base. Et si tu l'aimes pas, ça va être difficile de le tenir pendant tant d'années. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut jamais oublier le patient. Et ça, c'est quelque chose, c'est réel. C'est-à-dire qu'on fait un métier technique et qu'on oublie de temps en temps un peu le patient, c'est sûr.
Il y a quelqu'un derrière, il y a une famille derrière, et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours se rappeler. Moi, je dis souvent à mes élèves, mes fellows, là, je dis, ben voilà, on va dilater ce monsieur, mais tu traites-le comme si c'était ton père ou ton voisin ou un truc comme ça. Voilà. Donc, il faut donner un peu d'émotionnel dedans parce que ça reste un métier qui est difficile. On peut se lancer dans des choses qui sont déraisonnables et il faut savoir s'arrêter, et voilà. Parce que on joue avec des vies, en pratique. Annoncer les mauvaises nouvelles. Comment est-ce qu'on apprend ça et comment est-ce qu'on gère? On n'apprend pas? Non, et on gère pas. Non, on gère pas du tout. C'est très, 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 très personnel. Et puis, ça dépend du contexte, ça dépend de l'heure, ça dépend de la journée qu'on a eue, ça dépend de ce qui s'est passé. C'est toujours une situation dramatique. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis 15 ans et je le fais malheureusement souvent. C'est excessivement compliqué. C'est quelque chose qui je sais, chaque décès que j'ai annoncé, pratiquement, je m'en souviendrai toute ma vie. Tes fellows t'accompagnent dans ces annonces de décès ou c'est quelque chose que tu préfères gérer seul? Non, généralement tu le gères seul ou avec un représentant du personnel paramédical, souvent un surveillant, on va dire, qui est là pour accompagner. Ou un autre praticien. Bon, après, le faire seul, c'est toujours difficile. Mais des fois, quand c'est en urgence à 3 heures du matin, de toute façon, on n'a pas le choix, t'es tout seul. Donc, il faut le faire, hein, mais bon, j'ai vécu des situations, je me rappellerai, je peux te raconter une anecdote qui était vraiment... qui m'a vraiment beaucoup marqué. J'étais déjà dans la clinique où je travaille, c'était, je crois, au mois de juillet... plein milieu d'après-midi, un dimanche, SAMU appelle un jeune monsieur, 50 ans, joue au tennis, fait arrêt cardiaque, machin, et vous l'amène. Bon. Donc il arrive dans une situation déjà dépassée avec un tracé d'infarctus. Bon, mais 50 ans. Hein. Bon bref, il a fait un infarctus inférieur, etc. On débouche, ça se passe plutôt pas mal. Et puis après, en fin de compte, bon, il a fait une complication mécanique qui est assez rare. En gros, une partie du cœur fonctionnait plus du tout et entraînait une destruction d'une valve. Bon bref, c'est une complication très rare, mais dramatique et généralement qui finit comme ça a fini par un décès du patient dans les minutes qui suivent. Et donc on s'est battu pendant quelques heures pour essayer de ranimer, essayer de tout faire. Bon, on n'a pas pu sauver le patient, mais et donc là je suis au truc, j'ai ouvert la porte de mon bureau qui est communicante au bloc et je suis tombé sur la femme et les 2 filles de 12 et 13 ans qui étaient au courant de rien. Difficile. Donc t'as pas eu le temps de te préparer, toi? Alors son émotion. Ouais. Non, c'est des situations où, voilà, tu le vois pas venir et c'est compliqué. C'est fatigant, t'as un métier fatigant, tu disais. T'as des gardes de nuit, de week-end, etc. Ouais, comment est-ce que tu gères ton équilibre de vie pro-perso C'est compliqué, mais on essaie de gérer pour comme Caroline est aussi cardiologue, elle connaît mon métier, donc bon. Elle est compréhensive sur les urgences, sur les nécessités. Bon, après, c'est une organisation et puis ça fait partie du métier aussi. C'est ce que je disais, se balader en pleine nuit pour aller faire un infarctus. 2 heures du matin, quand le téléphone sonne, on n'a pas envie d'y aller, mais une fois qu'on y est, on est toujours content, en fait, parce qu'on est là pour ça, quoi. Ta capacité de sommeil, par exemple, c'est quelque chose que t'as réussi à gérer quand t'es en garde, t'as un sommeil plus léger? Non, ça c'est un des gros problèmes. Moi, ça m'a détruit le sommeil, donc j'ai eu des gros problèmes de sommeil de façon quotidienne. C'est-à-dire que effectivement, en fonction, même quand on est de garde, bon, maintenant avec le temps ça passe, mais au début, chaque nuit de garde était une mauvaise nuit, même appelée ou pas appelée, parce que le stress d'être réveillé, d'aller faire un geste compliqué, etc. Bon, maintenant, moi, avec le recul, j'ai plus du tout ce stress-là vraiment au fond de moi, mais bon, il suffit qu'on soit réveillé quelques fois dans la nuit, tout ça, les journées continuent, le sommeil est complètement déréglé, quoi. Et encore, je fais plus de garde sur place. Avant, je faisais des gardes sur place aux soins intensifs. C'était encore plus compliqué, parce qu'il fallait gérer ça, plus les astreintes et tout ça, quoi. Oui. Et alors, comment est-ce que tu te ressources? Comment est-ce que ça fait 15 ans que tu travailles et comment est-ce que tu trouves l'énergie et comment est-ce que tu vas continuer à la trouver sans le sommeil? Il y a des jours avec et des jours sans. Non, mais bon, après, moi, essayer de faire du sport dès que j'ai le temps. Ça fait partie de mes zones
d'évacuation du stress, quoi, de zone tampon, quoi. Voilà. Bon, moi, j'évacue essentiellement sur le sport, et puis voilà. Quand j'ai le temps d'en faire. T'as des trajets quand t'es appelé, quand t'es chez toi et que tu vas à la clinique. Est-ce qu'à l'aller, t'as une technique de concentration? Est-ce qu'au retour, t'as une technique de décompression? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, j'écoute la musique, moi, souvent assez. J'écoute pas forcément la même à l'aller qu'au retour, mais souvent assez fort pour pour rester vigilant. Ouais, souvent. Ouais, c'est vrai qu'il y a probablement c'est l'aller et le retour est pas le même. Ouais, ça c'est sûr. T'es un peu plus concentré, plus. Ouais, c'est plus l'aller est un moment plus solennel. Le retour, c'est le retour à la maison, on est content. On a beaucoup parlé de ce que les autres t'ont appris, de ce que t'apprends aux autres. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose que t'as appris récemment où tu t'es dit, si je l'avais su il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça aurait probablement changé ma carrière ou j'aurais vu les choses différemment? À quel niveau? Je sais pas, est-ce que t'as réalisé ou quelqu'un t'a dit ou quelqu'un t'a appris quelque chose? Non, comme ça, je vois pas ce qu'aurait pu organiser ma vie, mon travail. Non, je sais pas. Après, est-ce que 10 ans ou 15 ans, 20 ans après, j'aurais fait le même métier? Je sais pas. Probablement que oui. Je pense que j'ai fait le bon choix. J'ai fait les bons choix parce que j'ai fait des choix dans ma carrière. Comme je t'ai dit, j'ai commencé en chirurgie. Je voulais être chirurgien cardiaque traditionnel, donc faire des opérations que j'ai fait d'ailleurs à l'hôpital Brousset dans le service du professeur Carpentier. Voilà. Après, j'ai vu que les techniques de chirurgie conventionnelle étaient probablement sans avenir. C'était trop lourd, trop difficile pour les patients, et qu'il y avait des nouvelles techniques qui étaient balbutiantes à l'époque, mais qui pointaient leur nez et qui étaient sûrement d'avenir. Donc j'ai fait le choix d'arrêter ça pour faire autre chose. 15 ans après, ou 20 ans après maintenant, j'ai fait le bon choix, clairement. Quand je vois mes collègues chirurgiens, eux, ils sont dans la perte d'activité, la perte de leur savoir, parce qu'ils en font de moins en moins, et donc c'est difficile pour eux. Après, est-ce que j'aurais envie de faire ça toute ma vie? Je sais pas. Il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Il faudra avoir plusieurs vies pour faire plusieurs choses différentes. Tu te souviens des moments des choix que t'as dû faire? Est-ce que tu... Ouais. Qu'est-ce qui était facile, compliqué? Comment est-ce que tu t'y prenais? Est-ce que tu avais une technique? Je sais pas, tu notais sur un papier les pour, les contre? Non, pas fort. Non, effectivement, le choix, quand on choisit à l'internat, on choisit sa ville, sa spécialité, tout ça. Donc c'est les choix. On choisit la vie qu'on a envie d'avoir, et puis les contraintes aussi qui vont avec. Chaque métier médical a ses contraintes. Moi j'ai choisi la cardiologie. Il y avait quand même les gardes, les astreintes, les machins. Donc c'est métiers qui sont compliqués. Si on veut être plus tranquille, on fait de l'ophtalmo ou de la dermato. Là, on n'a pas toutes ces contraintes-là, mais je pense pas qu'ils vivent le même degré d'adrénaline que nous, et voilà. Peut-être pas les mêmes satisfactions non plus. C'était une vocation d'être médecin, chirurgien, cardiologue? Mon père était chirurgien, donc j'ai été un peu biberonné à ça, et j'avais une très grande admiration pour mon père. Donc c'est sûr que ça a été important dans mon choix, ça c'est sûr. Et puis j'ai été au bloc opératoire assez jeune, je devais avoir 13-14 ans. Je me rappelle une fois, il avait été opéré un patient, il m'a dit viens. J'avais dit que je voulais être médecin, il m'a dit écoute viens voir. Et puis donc j'ai été voir et j'ai trouvé ça, j'ai eu une révélation. Tu te souviens de ta première opération, enfin la première opération à laquelle tu as assisté? Ouais. Tous les films qu'on voit aujourd'hui, toutes les séries télévisées, est-ce qu'elles influencent ton métier? Moi, je sais que quand je regarde une série, je me dis oulala, si ça m'arrive, je veux pas aller aux urgences, je veux pas qu'on m'opère, je veux pas qu'on me touche. Est-ce que les patients arrivent avec les séries en tête? Oui, alors de façon implicite. Alors moi, je les ai pas trop regardés. Alors si, j'ai regardé le seul Urgence. Je regardais ça, Urgence, parce que c'était une série américaine. Alors je regardais ça quand je préparais l'internat. C'est notre moment de détente avec le copain avec qui je bossais. On se regardait toujours un petit épisode, et en plus, l'avantage des scénarios d'urgence, c'est qu'ils étaient faits par des médecins, et donc les diagnostics, nous on les trouvait comme ça, et ils décrivaient tout à fait bien les situations. Ça nous faisait vraiment une petite révision sympa. Alors c'était toujours tout condensé dans des malades improbables, mais peu importe. Enfin en tout cas, la démarche diagnostique et médicale était bonne, donc ça c'était intéressant. Donc ça c'était plutôt pas mal. Après toutes les autres, genre Grey's Anatomy, tout ça, c'est plutôt du folklore, quoi. Mais est-ce que les patients sont... Je crois pas. Mais par contre, ce qui fait beaucoup de mal plutôt à la médecine, c'est
la suspicion permanente, des relations médecins, labo, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus. Alors, c'est des situations, c'est des relations qui existent, bien sûr. Hein. Moi, mes congrès sont payés par des laboratoires. J'ai beaucoup de choses qui sont payées par des laboratoires, mais parce qu'on n'a pas le choix. Si les laboratoires ne le font pas, c'est pas l'État qui va le faire. C'est des choses qui coûtent assez cher. Et puis deuxièmement, on fait un partenariat. On est des gens qui sont pas forcément corrompus. C'est pas parce qu'on te paye un truc que tu vas mettre le matériel si tu penses pas qu'il est bon pour le patient. Mais bon, il y a une espèce de suspicion maintenant permanente qui est un peu lourde. Tu disais que pendant tes études, tu travaillais avec quelqu'un. Oui. Tu avais un copain, j'imagine, d'internat. Oui, tout à fait. Est-ce que c'était important dans tes études? Est-ce que vous souteniez? Oui, primordial. On a passé toutes nos études ensemble, de la première année de médecine, du concours à l'internat. Julien, qui est professeur de chirurgie vasculaire maintenant à la Salpêtrière. Et voilà, alors on se voit quasiment plus parce qu'on s'est perdu de vue. On se voit vraiment une fois à l'occasion, de façon très rare. On n'a plus de relation intime, mais quand on se voit, on est très content de se voir. Mais oui, on a été tous les deux un binôme de 7 ans d'études, indissociables, et on a vécu toute notre période très très lourde de travail qu'on a eu à avoir, et surtout pour préparer l'internat, parce que la préparation de l'internat, on a 23, 25 ans, donc tous nos copains avaient commencé à bosser dans des boîtes, dans des machins, et nous, à notre bureau, on commence à en avoir un petit peu marre, et c'est beaucoup de travail, quoi. Et porter l'autre, accompagner l'autre, le coacher, l'encourager, etc. C'est peut-être pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend, ou est-ce que c'est nécessaire dans ces cas-là? Oui, c'est quasiment nécessaire. Il y a quelques extraterrestres qui travaillent tout seuls, etc. Mais quand on est un élève normal, pas plus brillant que les autres comme moi j'étais pas un très bon élève. Moi, je me suis plutôt révélé en médecine. Mes études secondaires étaient pas brillantes du tout, on va dire. Mais en médecine, j'ai eu plutôt, parce que c'est ce que je voulais faire, j'ai été motivé à le faire, donc j'ai appris à travailler. C'est nécessaire parce que c'est difficile d'être tout seul. Enfin, moi je pense. Et en plus, l'autre voit des choses qu'on voit pas, enfin, comme dans un couple, on va dire. Mais non, le soutien pour moi c'était indispensable. Je me voyais pas, je crois pas que j'aurais pu passer l'étape des concours tout seul, enfermé. Enfin, c'est compliqué. On en est revenu à tes études, mais là on arrive à la fin. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Pour ma vie professionnelle, de faire encore plein de nouvelles choses, quoi, d'avoir un métier encore. Mais je sais que ça va être le cas. Hein. Je suis pas du tout pessimiste sur l'avenir de mon métier proprement dit. Hein. On va faire plein de choses nouvelles et j'espère que je vais m'enthousiasmer encore tous les jours à faire ce que je fais. Et que j'aurai pas la lassitude qui me tombe dessus. C'est ça le seul problème, c'est de faire toujours la même chose. Certaines lassitudes, voilà. Donc, grâce aux innovations qui nous attendent, je pense que j'ai encore quelques années à m'enthousiasmer à faire mon métier. Il y en a une qui arrive bientôt, là, sur laquelle tu es en train de travailler? Oui, alors là, c'est sur la réparation de la valve mitrale. Il y a plein de sujets. Là, je vais me former la semaine prochaine. Je vais me former à une technique qui existe depuis déjà une dizaine d'années, mais pour lequel le développement est un petit peu long, là, qui est la réparation mitrale avec des clips. Là, je pars à Bruxelles la semaine prochaine pour me former à ça. C'est surtout pour relayer un de mes associés qui fait ça, donc on n'a pas besoin d'être beaucoup, mais comme il va probablement partir à la retraite dans les 2-3 ans, il faut qu'il y ait un autre membre de l'équipe qui s'occupe de ça, donc je vais reprendre le flambeau sur ça, et puis après tout le développement justement sur cette valve mitrale qui est pour l'instant en balbutiement en termes interventionnels, qui est pour l'instant un traitement chirurgical classique, mais qui sera traité en interventionnel par nos soins dans les 5 ans qui viennent. Super, écoute, on te souhaite plein de bonheur. Merci à toi, Perrine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX,
connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.